Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes de ce vendredi 6 septembre 2019. Allons tout de suite en kiosque pour voir les sujets qui ont été évoqués par la presse parue ce matin. Démarrons donc cette revue de presse. D'ailleurs, nous n'avons d'ailleurs pas l'habitude, mais on va commencer par cette revue de presse internationale en indiquant notamment le décès de l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe qui a finalement rejoint la terre de ses ancêtres. Une actualité qui fait donc la une de l'Afrique et même du monde pour cet ancien président qui d'ailleurs avait beaucoup fait la une de l'actualité avec des réformes entreprises dans son pays. Ensuite, allons donc avec les publications parues en kiosque ce matin, notamment démarrons par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une indignation des sociétés savantes du droit, l'Institut de droit international, l'Académie de droit international de la Haye, l'Académie internationale de droit comparé, le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Sénat du Congrès américain, la haute représentation de représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, le président de la Commission de l'Union africaine, le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sont intervenus sur la détérioration du contexte politique et sécuritaire au Cameroun et ont exigé la libération de Maurice Kamto, écrit donc le journal. Et puis le journal parle aussi de la grève des avocats quand le barreau secoue le Cameroun. Des mesures urgentes à moyen et long terme ont été prises mercredi le 4 septembre 2019 à l'issue d'une séance de travail tenue à Yaoundé. Puis conférence générale anglophone, l'espoir d'un dialogue qui renaît. Les organisateurs de cette rencontre ont finalement été reçus par le Premier ministre qui a réitéré l'imminence d'un dialogue. S'achemine tonton vers une résolution de cette crise, titre le journal. Et puis parlons du quotidien Le Messager qui met en sa une construction de l'immeuble siège de l'Ouada, guerre de lobby entre Kossi Kossa et Sibidi Darankoum, les procédures d'octroi du marché à l'origine du conflit entre le nouveau secrétaire permanent et son prédécesseur. Le journal parle aussi en sa petite une, en son bas de page, l'affaire Maurice Kamto et compagnie, le procès de toutes les incertitudes. Le leader du MRC et ses alliés devant le juge militaire ce jour. Puis le journal évoque aussi le terminal polyvalent de Krébé, comment la mafia a imposé les Philippins. L'adjudicataire provisoire reçoit ses prétentions à la caisse, titre le journal en page 5. Le journal parle aussi à l'intérieur, parle également de ces violences xénophobes. L'Afrique du Sud ferme son ambassade au Nigeria. Le pays arc-en-ciel a temporairement fermé sa mission diplomatique au Nigeria. Ceci à la suite d'attaques des représailles menées par des Nigérians après les violences xénophobes en Afrique du Sud. Pour continuer avec ces revues de presse, le quotidien Le Jour qui met en sa une affaire Kamto, le procès de la honte. C'est aujourd'hui que commence au tribunal militaire de Yaoundé le jugement du président du MRC et ses co-accusés. Le journal parle aussi du port de Douala et la guerre qui est désormais ouverte. Et puis le quotidien, le journal Info Matin, Yaoundé, le procès de Kamto s'ouvre aujourd'hui, titre le journal. Émergence qui revient sur le nord-ouest et le sud-ouest. Zone économiquement siniestrée, un pas vers la résolution de la crise anglophone. 10 experts se déchirent, écrit le journal. Et puis le journal L'Œil du Sahel qui met en sa une analyse de l'avocat maître Claude Assira qui parle des enjeux du procès de Maurice Kamto. Et puis le journal Mutation met en sa une Bamekim des lions indomptables. Le journal fait ainsi suite à ces fauves qui se baladent depuis quelque temps dans ce département, créant la peur et la panique au sein des populations civiles, des vrais lions indomptables dont devrait s'en inspirer certainement notre équipe nationale du Cameroun. Le journal le quotidien Cameroun Tribune qui fait l'évaluation de la première semaine de rentrée scolaire qui met en sa une, et le soir qui parle d'hommage quand Monseigneur Jean Barga parle de Monseigneur Athanas Bala. Monseigneur Athanas Bala, c'est l'évêque émérite de Bafia décédé il y a quelques jours. Reprise des cours dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'appel des Nations Unies. Le journal, c'est le principal titre d'ailleurs à la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et voilà donc ce qu'on peut retenir, de la revue de presse parue en kiosque ce matin. Passe à présent avec nos deux invités sur le plateau. On va faire comme dans l'armée, on commence par le doyen. Camille Nélé, bonjour et bienvenue à la revue des grandes unes. L'actualité qui vous a marqué. Jean Potifinat, bonjour. Permettez-moi aussi de dire bonjour à Georges Sémé, mon complice de tous les vendredis. Bonjour aussi aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et bien entendu, je voulais déroger
à une vieille habitude, je voudrais dire bonjour à un confrère, Jean-Claude Numissier, un doyen de la presse, et qui a été pendant une vingtaine d'années à Camon Tribune, qui a terminé sa carrière à la Chambre de commerce, mais qui est très malade depuis quelques années, mais qui nous suit religieusement chaque matin. Là, c'est entre les doyens. Ah, entre les doyens. Bonjour Jean-Claude Numissier. Georges Sémé, bonjour et bienvenue à la revue de Grande Une, l'actualité qui vous a marqué. Merci, bonjour à vous Jean-Paul Chouniat, bonjour aux doyens, je vous renvoie la sympathie, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de ce plateau. Alors l'actualité qui m'a marqué, c'est incontestablement ce relent des xénophobies du côté de l'Afrique du Sud. C'est une actualité internationale qui n'apparaît pas dans les unes des journaux ce matin, mais vous l'avez évoqué en interne dans le journal Le Messager. Je crois que c'est une actualité qui est assez importante pour l'Afrique, mais également pour le Cameroun qui a de nombreux ressortissants en Afrique du Sud et certainement qui ont été impactés négativement par cette poussée xénophobe des Africains, de nos confrères africains qui s'illustrent négativement par ce type d'actes. Camille? Oui, l'actualité qui m'a marqué, elle est locale. C'est ce grand coup de filet des forces de l'ordre au quartier Bissengue. D'ailleurs, Kinox Radio et Télévision a eu pratiquement l'exclusivité de cette information où une quinzaine de braqueurs a été interpellé par les forces conjuguées de la police sous la conduite du commissaire Méfiré, du GMI et de la gendarmerie, du commandant de légion de la gendarmerie du littoral. C'était une opération extraordinaire où on a vu les populations courir après les bandits. La collaboration active de la population, courir, aider les forces de l'ordre à traquer ces malfaiteurs qui ont braqué des gens en pleine rue. Et pendant toute une journée, non loin de la rue de Alors ça a été quelque chose de saisissant. Jusqu'aujourd'hui, ces populations en ont encore les frissons. Et moi, je pense que si les forces de l'ordre bénéficiaient autant de la collaboration des populations, je pense on éradiquerait le banditisme se porterait moins bien. Et surtout, pour une fois, on a vu les malfaiteurs qui ont l'habitude de fuir la police aller se réfugier entre les mains. Ils se sont rendus à la police de l'autre côté. Il y a de survie. Il y en a un qui a couru quand même et qui allait se coucher dans la voiture de la police. C'est inédit et je crois que c'est une leçon, c'est une grosse leçon à tirer. Le choix d'un bandit qu'il faut faire entre la vindicte populaire et les forces de police, je crois qu'il a très vite choisi la force de police qui lui donnait plus de sécurité que la vindicte populaire qui s'abattait sur lui. Alors ceci dit, on passe à l'essentiel du menu de ce jour. Camille Nélé, le procès Maurice Kamto qui ouvre ce jour. On a lu un certain nombre d'articles de journaux qui parlent beaucoup de ce procès. Selon vous, Maître Claude Assira a parlé des enjeux de ce procès. Pour vous, quelle lecture vous faites de toute cette actualité? Mais je commencerai d'abord par dire qu'après 9 mois après son arrestation, Maurice Kamto passe enfin devant le tribunal aujourd'hui. Il fallait bien qu'on en arrive là. Parce que la solution qui était qui est évoqué régulièrement depuis un certain moment, c'est sa remise en liberté pure et simple. Bon, mais vous savez, l'administration et la justice ont décidé qu'ils lui reprochent un certain nombre d'infractions qui sont passibles de poursuites. Et ces poursuites-là, aujourd'hui, elles sont arrivées devant le tribunal. Bon, en lisant les journaux, le traitement est assez mitigé. Il y a certains journaux qui ont gardé la juste mesure, comme le Messager, qui a titré « Le procès s'ouvre aujourd'hui ». Il y en a un autre qui est allé encore plus fort, lui, carrément, qui a même qualifié le procès de la honte. Le procès de la honte. Alors, il y a la nouvelle expression « elle », qui va même au-delà même de la qualification et qui nous met en exergue la mobilisation, mais surtout la mobilisation d'un ensemble de personnalités dont personne n'avait jamais entendu parler. On nous a parlé des sociétés savantes du droit. Moi personnellement, je n'en avais jamais entendu parler, mais on nous a montré des personnalités des 5 continents qui s'indignent. Il y a d'ailleurs eu une vidéo sur les réseaux sociaux où le secrétaire général de cette organisation, notamment l'association de l'Institut de droit international ou l'Académie de droit international de la Haye, qui évoquait cette question, Camille. Oui, mais ce sont des interventions de personnes qui ont plus ou moins connu M. Kamto et qui peuvent se mouvoir peut-être à raison du sort qu'il est en train de connaître dans les mailles de la justice aujourd'hui. Mais le procès de Maurice Kamto, ce n'est pas quelque chose d'inédit. On a vu des procès devant le tribunal militaire. Je l'ai dit hier, on a vu en 1990
Maître Yono Black et Kane Anissé qui sont passés devant le tribunal militaire, qui avait été traduit pour subversion. Un chef d'accusation qui était uniquement passible de la peine de mort et qui avait été condamné à 3 ans de prison pour Maître Yono Black, 4 ans pour Kane Anissé. On a vu Djokam Tchamini passer devant le même tribunal militaire en 1990. Donc ce n'est pas la première fois que les civils passent devant un tribunal militaire. Bon, mais seulement cette agitation, cette pression qui est faite aussi bien par les journaux que par les... Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre, Camille? C'est certainement de bonne guerre, mais moi je pense qu'on devrait plutôt laisser non seulement la justice faire son droit, et maintenant, si cette justice se plante, qu'elle se plante et qu'on sache qu'elle s'est plantée, mais pas qu'on fasse des procès au tribunal avant même que l'audience ne s'ouvre. Donc aujourd'hui, tout est né pour mettre la pression sur le moral et sur dans la tête des juges militaires. Des juges militaires, justement, qui peuvent justement, maintenant avec cette pression-là, vous savez ce qui peut arriver, on peut carrément renvoyer le procès. Alors, on peut renvoyer l'audience. Toutes ces agitations vont servir à quoi? Et maintenant, ces juges militaires peuvent même tester la réaction des populations, parce que si autour du tribunal militaire on enregistre 2000 ou 3000 personnes qui sont venues voir, vous allez bien imaginer que la prochaine fois des mesures vont être prises pour que personne ne soit là. Donc le procès s'ouvre aujourd'hui. Moi je pense que c'est la place maintenant à la justice, place aux avocats, place aux magistrats, pour savoir si les magistrats pourront déterminer la matérialisation des infractions qui sont reprochées à M. Kamto, ou si alors les avocats de M. Kamto auront suffisamment de magistrats pour pour défendre leurs clients, simplement. Défendre leurs clients et établir son innocence. Parce que on ne peut pas condamner le tribunal avant les débats. On ne peut pas non plus innocenter les prévenus avant même que les choses ne soient posées sur la table. Georges Sémé, quand on regarde les différentes chefs d'accusation, on parle de 8 charges, notamment attroupement, la rébellion en groupe, l'hostilité à la patrie, l'insurrection, le trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, incitation à l'insurrection, complicité. Au vu de ces charges, tout à l'heure, Camille Nélé faisait cas de jurisprudence avec ce qui avait été reproché à Maître Yondo Black, Anissé Kane, parlant de subversion. On n'est pas loin de cette subversion et qui finalement avait écopé, il a parlé de 3 ans ou 4 ans. Et qui avait d'ailleurs été amnistié 2 mois plus tard. Oui, qui a parlé du moins la peine n'a pas atteint une peine maximale, même pas de 5 ans ou 10 ans. Est-ce que dans ce cas, cette jurisprudence peut-elle parler au tribunal militaire? Oui, c'est une jurisprudence qu'il faut prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte le fait que à charge égale, M. Ayuk Tabé a écopé de la perpétuité. Pour le cas de M. Kamto, je pense qu'il est encore présumé coupable. C'est vrai que les charges qui sont retenues contre lui, présumé innocent ou alors présumé coupable. Georges Sémé, peut-être il faut faire une précision. Ayuk Tabé, lui, il a été condamné surtout pour... il voulait diviser le Cameroun, voilà. La sécession. Ouais. Cette charge n'est pas la agression même. Armée. Voilà, avec une agression armée. Je pense que cette charge n'est pas la même. On ne peut pas qualifier les faits reprochés à Maurice Kamto. Et vous avez oublié hostilité contre la patrie. C'est une charge qui maintenant il faudra prouver que c'est une hostilité contre la patrie. Voilà, c'est pour ça qu'il est présumé soit coupable, soit innocent. Donc il appartient désormais y a-t-il eu prise des armes pour diviser le Cameroun? Ça, le dossier d'instruction est un dossier secret et il appartiendra au tribunal militaire ou alors, si vous voulez, au commissaire du gouvernement de prouver effectivement que M. Kamto et ses 91 co-accusés répondent effectivement des charges qui leur sont aujourd'hui opposées. Il appartiendrait également à la défense de M. Kamto de prouver qu'il n'en est rien du tout. Donc c'est un procès historique parce que je pense que c'est, même s'il y a des hommes politiques qui ont déjà été présentés devant le tribunal militaire, mais c'est quand même la première fois qu'un candidat à la présidentielle fait face à certains griefs devant un tribunal militaire. Donc c'est historique d'abord pour le Cameroun, mais également avec la répercussion internationale, la dimension internationale qu'elle a aujourd'hui. Et nos confrères de la Nouvelle Expression ont cité un nombre d'acteurs internationaux qui peuvent agir dans l'ombre. Qui ont agi d'ailleurs, des sociétés savantes de droit qui ont donné leur avis sur la question, mais il y a également les organisations internationales comme l'Union africaine, il y a l'ONU, les pays, les grandes puissances aussi, les États-Unis, la France, et en l'occurrence, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a fait une sortie il y a 2 jours encore en disant qu'il mettait pression sur le gouvernement camerounais afin que M. Kamto soit élargi. Donc c'est un procès pour moi qui est historique, non seulement sur
la nature même du procès, la qualité des individus accusés. En l'occurrence M. Kamto qui a quand même été un candidat à la présidentielle, et la dimension internationale de ce procès qui, ma foi, a quand même un impact sur ceux qui accusent M. Kamto d'avoir été hostile à la patrie, d'avoir détruit des biens, d'avoir provoqué des insurrections. Et je pense que nous serons tenus en haleine, et la plupart des journaux aujourd'hui en font état. Mais la principale question aujourd'hui, est-ce que M. Kamto et ses 91 co-accusés seront effectivement au tribunal, parce qu'il a posé certains préalables avant de se rendre physiquement au tribunal militaire, entre autres la médiatisation du procès, mais également que le tribunal militaire prouve effectivement qu'il est incompétent territorialement et matériellement. Donc, je pense que c'est la grande question qu'on devrait également se poser dans le cadre du démarrage de ce procès. Oui, Camille. Oui, mais Jean-Paul Génas, c'est la première fois que je vois un accusé qui doit passer en jugement et qui pose des conditions. Si ceci n'est pas fait, je ne passe pas, alors qu'il est en prison depuis 9 ans. Surtout quand il voit qu'il bénéficie de l'affection d'un certain nombre de personnalités à l'international, cette personne exige uniquement sa libération. Mais pendant que ces personnes exigent sa libération et que cette occase est accueillie par la presse et par une certaine opinion de façon favorable. Moi, j'ai noté par exemple le seul fait que Maître Tchungang, qui est un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, l'un des avocats les plus capés de ce pays, tout simplement parce qu'il a dit qu'il ne faut pas que les gens s'excitent trop sur cette compétence du tribunal militaire, parce que ce sont les infractions mises à la charge de l'accusé qui justifient justement le passage devant un tribunal. Rien que pour avoir ça, il est insulté, on le pourfend comme un chien galeux. Mais moi je pense que dans ce pays... Parmi ceux-là aussi, beaucoup de profanes qui ne comprennent peut-être rien à la qualité... Alors ce sont ces profanes justement, malheureusement, qui dans les réseaux sociaux alimentent toutes sortes de préjugés et qui justement vont se retrouver devant le tribunal militaire pour les faire du bruit, alors qu'ils ne savent pas que c'est une question de droit et que dans un procès, il est question d'un tribunal, d'un accusé et maintenant de défenseur. Vous savez, c'est terrible dans ce pays. Il y en a même qui vont même certainement en vouloir aux avocats de l'État. Des avocats qui vont défendre l'État dans ce procès, on va certainement les traiter de traîtres, comme si l'État n'avait pas le droit d'avoir aussi des avocats pour... et puis aussi, c'est la qualité des gens qui les traitent d'ailleurs de traîtres. Vous permettez, sur la question qui vient d'être évoquée par le doyen, il faut dire aux Camerounais que le tribunal militaire est une juridiction de droit commun. Ce n'est pas une juridiction d'exception. Dans l'ordonnancement juridique du Cameroun, le tribunal militaire figure parmi les juridictions de droit commun. Ne faisons pas comme si, parce que nous voyons des informations qui circulent. Vous passez devant le tribunal militaire, si par exemple vous êtes pris par exemple en flagrant délit de possession d'une arme à feu, même si vous n'avez pas... Notamment. Et il y a, je crois, à ma connaissance, il y a un seul tribunal spécial au Cameroun. C'est le tribunal criminel spécial. Le tribunal militaire n'est pas une juridiction d'exception. Et le second volet, c'est que il faut que les Camerounais comprennent également que la loi camerounaise fait tomber les actions des civils sous la juridiction militaire. Et les faits qui sont aujourd'hui reprochés à M. Kamto et les 91 autres accusés tombent effectivement sous le coup du tribunal militaire. Donc, ne faisons pas l'amalgame entre la compétence ou alors l'opportunité de la saisine du tribunal militaire. Le véritable problème ici, c'est est-ce que les droits de la défense seront respectés? Est-ce qu'il aura droit à un procès équitable? Et il y a également la sacro-sainte question de la procédure militaire. Est-ce qu'elle a été respectée? C'est ça, effectivement, qui devrait aujourd'hui prêter à polémique dans l'opinion, qui pense qu'il s'agit soit d'un procès politique ou alors que le tribunal militaire serait incompétent. Ou alors, pourrait-on dire que lorsqu'on passe devant le tribunal militaire, on n'est pas susceptible. On va tout de suite passer à la guillotine. Non, je ne pense pas. Et les cas qui ont été évoqués tout à l'heure par le doyen prouvent qu'on peut... Peut-être c'est le mot militaire qui fait un peu trembler les gens. Les cas d'Anissé Kane et Maître Yondo Black prouvent qu'on peut être traduit devant le tribunal militaire et après être élargi tout simplement. Camille Nélé, vous avez, Georges Sema indiqué tout à l'heure que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez indiqué, que c'est la première fois qu'un prévenu, avant de passer devant le juge, pose des conditions. Est-ce que, même si vous êtes un prévenu et que vous posez des conditions,
si jamais vous refusez de vous présenter devant le tribunal, est-ce que ça empêche au tribunal de faire son travail? Mais le tribunal va forcément faire son travail. Comme par exemple, M. Kamto, qui lui est un juriste... alors pourquoi parle-t-on alors d'un certain chantage du prévenu? Non, mais c'est que quand le prévenu lui dit... Vous savez, il a d'abord saisi la cour d'appel pour que la cour d'appel statue sur l'incompétence du tribunal militaire quant à le juger. La cour d'appel a rejeté. A rejeté. Alors, pourquoi donc lui, maintenant, ayant touché la juridiction supérieure, qui a rejeté sa demande de la prononciation de l'incompétence du tribunal militaire, pourquoi il dit maintenant que tant que le tribunal militaire ne se déclare pas incompétent, lui ne comparaît pas? Ce n'est plus... Cette affaire devient tout simplement théâtrale. Elle devient théâtrale. Ce n'est plus une affaire de justice. Ça devient une affaire de diktat maintenant. Ça devient une affaire où... Et maintenant, quand vous vous trouvez en face des juristes du monde entier et des organisations de toutes sortes qui exigent non pas la tenue de ce procès, mais la libération pure et simple, on se demande si les gens, si le Cameroun n'est même plus assez souverain pour juger de façon souveraine les personnes qui sont traînées devant la justice. Donc pour le cas Kamto, c'est bien la première fois que j'entends quelqu'un dire que moi, si le tribunal là ne se déclare pas incompétent, je n'y vais pas. Bon, on verra bien. Mais le tribunal, certainement, il va mener ses travaux jusqu'au bout, et absolument qu'on ne parle pas non plus de procès kafkaïen. Georges Sémé. Non, le droit camerounais prévoit d'ailleurs que lorsque un prévenu ne se présente pas à la barre, il y a une procédure pour le condamner. Donc le fait que M. Kamto ne soit pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de procès. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut que les droits de la défense soient respectés, et il faut que M. Kamto, qui jouit quand même d'une certaine... Il pèse quand même près de 15% de la population de l'électorat camerounais. Donc il faut qu'il joue d'un procès équitable. Voilà, il est équité dans son procès. Un procès équitable pour que l'on ne pense pas qu'il s'agit d'un procès politique ou alors d'un procès kafkaïen comme veulent nous faire penser certaines personnes. Voilà, donc le procès va s'ouvrir aujourd'hui. On va seulement croiser les doigts et attendre entre renvoi ou ouverture de débat. Ouverture de débat. Oui, dans le fond, ou alors aussi le professeur Maurice Kamto et ses co-accusés se présenteront finalement devant le tribunal, puisque entre hier et aujourd'hui, les choses peuvent avoir changé. Chers messieurs, parlons à présent de la conférence générale anglophone. Kaby Nélé, le quotidien La Nouvelle Expression, qui dit l'espoir d'un dialogue renaît. Les organisateurs qui ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, et qui a réitéré l'éminence d'un dialogue. Oui, un pas vers la résolution de la crise. Mais c'est un pas déjà, parce que petit ou grand, c'est un pas. Mais vous savez très bien que depuis que le cardinal Christian Toumi a mis sur la table la tenue d'une conférence anglophone, l'idée n'a pas été immédiatement, n'est pas passée du côté du gouvernement, qui a même décrété tout simplement inacceptable les réunions, les différentes réunions tenues par ce groupe de personnes. Bon, mais le fait que M. Dion Ngouté, le Premier ministre, chef de gouvernement, ait enfin reçu le cardinal Christian Toumi et les membres de cette anglophone conférence à l'immeuble d'Étoile démontre que enfin le gouvernement est en train d'aller vers une sorte de solution consensuelle, d'aller vers une sorte de rencontre entre Camerounais et peut-être même d'aller vers ce dialogue que certains veulent inclusif et que d'autres veulent simple. Donc le fait que M. Dion Ngouté ait reçu Monseigneur Toumi et les membres de son bureau démontre tout simplement que peut-être que le dialogue s'annonce, se dessine à l'horizon, et que déjà les recevoir, c'est un signal fort. C'est un signal fort, peut-être, pourrait-on dire, d'apaisement. Voilà. Georges Sémé. Alors, vous vous souvenez, Neil Armstrong, l'astronaute américain, lorsqu'il est allé sur la Lune, a dit que son acte était un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Dans la crise anglophone, je vais dire que c'est également un petit pas pour les organisateurs de cette crise anglophone, mais c'est un pas de géant pour la résolution de la crise anglophone. Tout simplement parce qu'on avait l'impression que les portes étaient complètement fermées et qu'il y avait un mur d'incompréhension ou un dialogue de sourds entre le gouvernement de la République et les organisateurs même de cette conférence anglophone. Si aujourd'hui ils ont bénéficié d'une audience, je crois qu'on ne peut que le saluer. Mais la question fondamentale qu'il faut se poser, est-ce que c'est eux qui ont sollicité l'audience ou alors c'est
le gouvernement qui les a invités à cette audience. Il faudrait savoir. Voilà, c'est absolument fondamental. Mais lorsqu'on lit l'interview qu'a donné Eli Smith, qui est le chargé de communication des organisateurs de cette conférence anglophone, il était question pour eux d'aller remettre un travail de 400 pages qui a été fait par les organisateurs de la crise anglophone et qui a compilé les doléances qui viennent des populations du nord-ouest et du sud-ouest, qu'ils ont remis au Premier ministre. Donc, ça jette un tout petit peu le doute sur ce véritable pas de géant franchi dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Est-ce que c'est le gouvernement qui a sollicité prendre langue avec les organisateurs, ou alors est-ce que c'est les organisateurs qui ont frappé à grands coups sur la porte du gouvernement afin de leur remettre ces travaux? Je crois que on devrait quand même dire que c'est un pas positif. Le gouvernement pourra prendre connaissance de ces doléances qui ont été formulées avec d'autres actions qui sont aujourd'hui engagées sur le terrain en faveur de la résolution de la crise anglophone. Mais ça commence bien à durer parce que vous savez que M. Dion Gouteke a reçu les organisateurs il y a quelques jours. Lui était déjà sur le terrain il y a quelques mois et il nous avait garanti de ce que des décisions rapides allaient être prises dans le cadre de la résolution de cette crise anglophone. Et hier, et lors de cette audience, il a répéter la même chose. Ça fait quand même plusieurs mois déjà. Donc on attend que, avec la situation qui continue d'être électrique sur le terrain, on attend quand même qu'il y ait une détente et que cette détente intègre bien évidemment les organisateurs de la crise anglophone qui certainement ont compilé des doléances pertinentes à l'endroit du gouvernement. Camille Nélépou, sorti de la question, le gouvernement avait indiqué par exemple lors de la tournée du Premier ministre en mai que le dialogue, il y aura dialogue. Jusque-là, on a attendu. De mai à septembre, toujours pas de dialogue. Est-ce que là encore, ce n'est pas une autre promesse de trop que fait le gouvernement pour parlant de cette éminence du dialogue autour de la crise anglophone? La plus grande tare avec le gouvernement du Renouveau, c'est que les choses ne vont jamais vite. C'est-à-dire, on a toujours l'impression que... Il prend son temps. Non, les choses... On a toujours l'impression que ce gouvernement et ce régime adore gérer l'éternité. C'est-à-dire, c'est comme s'il a l'éternité devant lui pour gérer toutes les situations. Mais au moment où M. Dion Gouteke est arrivé, on a très vite... On a vu qu'en moins de 3 mois, il était descendu dans ces régions du sud-ouest et du nord-ouest pour toucher du doigt les réalités. Encore que lui-même a été victime de ces événements, puisque la veille même de sa nomination au Premier ministère, sa propre résidence a été brûlée, a été calcinée. Donc il est allé, il a fait le tour et il a dit qu'il a démontré, il a parlé aux gens, aux uns aux autres, il a pris la mesure des attentes des populations. Bon, mais le fait aujourd'hui que ce ne soit que 3 mois plus tard qu'il fasse un pas dans la direction de ce dialogue tant sollicité par les populations, démontre que, bon, mais le gouvernement prend certes, comme d'habitude, tout son temps, alors qu'il n'y a pas souvent de temps à perdre pour des situations comme celle-là. Mais tu veux dire que Dion Gouteke a fait un pas, il les a reçus, et maintenant, on va voir le temps que le gouvernement ou le Premier ministre va prendre pour lire les 400 pages qu'ont déposé les organisateurs de la crise anglophone, et on va voir maintenant. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde attend que vraiment ce fameux dialogue se mette en place, qu'on voit même qui va venir parler et que l'on voit ce que les uns et les autres vont dire dans ce dialogue. Parce que ce n'est pas tout de réclamer le dialogue. Il faudrait bien savoir ce qu'on met à l'intérieur du dialogue. Voilà, donc on sort cette question en croisant les doigts, en espérant que vivement ce dialogue ait lieu et que la paix retourne, que les régions du nord-ouest et du sud-ouest retrouvent rapidement la paix. Parlons à présent de la grève des avocats. Le quotidien Le Messager, qui a, sur cet article, a parlé de grève des avocats, comprendre la volte-face du gouvernement, arrogant avec l'annonce du mot d'ordre de grève, des hommes en robe noire. Le gouvernement camerounais a finalement fait profil bas. Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice, par ailleurs avocat au barreau de Cameroun, avec ses collègues, en présence d'autres maillons de la chaîne judiciaire, sont rencontrés en attendant la tenue de l'Assemblée de l'ordre des avocats. Georges Sémé, peut-on parler de la volte-face du gouvernement dans cette situation? Non, je ne pense pas que le gouvernement a fait une volte-face. Parce que, rappelez-vous, au début de la crise anglophone, c'était les enseignants et les avocats. Et le gouvernement avait créé un cadre de concertation où les questions qui étaient relatives aux revendications des avocats, pour ne prendre que les avocats. Dans tous les cas, pas si vite comme le cas Oui. Ils avaient donc créé un cadre de concertation pour recevoir les désirata des anglophones. Alors, il y avait, depuis ce temps, il y a toujours eu une grève, la pression d'une grève des avocats dans l'air. Parce que
tout ce que les avocats anglophones avaient mis sur la table, c'était des problèmes généraux. C'est des problèmes généraux que vivent la grande famille des avocats. Et tous ces problèmes n'ont pas trouvé solution. Donc, il y avait toujours cette pression qui était maintenue par le Conseil de l'ordre des avocats qui, aujourd'hui, trouve un autre volet avec, cette fois-ci, les avocats francophones. Les avocats francophones qui prennent le devant. Ça n'a plus rien à voir avec le mouvement des anglophones. C'est désormais les avocats francophones qui prennent le devant de quasiment la même cause. Quasiment, puisque ces problèmes sont des problèmes fondamentaux au sein du barreau qui soit... D'ailleurs, le bâtonnier a précisé que ça n'a rien à voir avec la crise anglophone ou la situation sociopolitique post-électorale. Donc, je pense que, en ma qualité de juriste, et dans ma petite expérience que j'ai dans les prétoires, je constate bien évidemment que tous les griefs qui ont été relevés par le Conseil de l'ordre sont fondés. Quelle que soit toute la polémique qui est ambiante aujourd'hui sur le moment de la grève en rapport avec le début du procès de M. Kamto, je pense que dans le fond, les avocats ont tout à fait raison de relever tout ce qu'ils ont relevé. Si le gouvernement a promptement réagi, c'est parce que, bien évidemment, ils sont inscrits dans une dynamique de dialogue social et qu'ils savent que la pression allait toujours venir du côté des avocats. Si jamais on faisait la sourde oreille. Voilà, donc je crois que c'est une bonne démarche de dialogue social et on espère que ils arriveront à trouver un modus vivendi afin qu'il n'y ait plus ces dysfonctionnements que l'on observe dans les tribunaux et cours de notre pays qui mettent à mal et dans les unités le système de judiciaire, voilà, des détentions, gendarmerie et commissariat. Qui mettent à mal le système judiciaire de notre pays et qui grèvent sérieusement la procédure civile, que ce soit la procédure civile, que ce soit la procédure pénale, que ce soit les droits de la défense. Donc c'est tout à fait important que le gouvernement ait pris langue avec le Conseil de l'ordre des avocats, mais est-ce que les résolutions qui ont été prises seront respectées? On attend on attend de voir. Camille Nélé, justement, quand m'inspirant de cet article, même du quotidien La Nouvelle Expression, quand le barreau secoue Yaoundé, est-ce que peut-on dire finalement que le gouvernement, en prêtant une oreille attentive aux avocats, a mieux appris, a mieux tiré les leçons d'autres revendications antérieures qui ont eu lieu et qu'on a semblé minimiser, minorer et négliger? Il y a un proverbe qui dit que chat échaudé craint l'eau froide. Le gouvernement a déjà sué quelques grèves des avocats et il sait ce que ça lui a coûté, non seulement à lui, mais surtout ça a coûté aux justiciables qui, privés de la défense de leurs avocats, se sont retrouvés dans des situations encore plus compliquées. Georges Sémien a évoqué tout à l'heure la situation des avocats anglophones qui avaient fait grève il y a 3 ans. Et il a parlé de la plateforme qui a été mise par la chancellerie pour écouter leurs doléances. Mais malheureusement, heureusement, vous avez peut-être précisé que ça n'a pas été sur le coup. Ça a pris plusieurs mois. Mais cette fois-ci, la chancellerie a été beaucoup plus réactive, sachant très bien qu'il ne faudra pas ouvrir un autre front de contestation, un autre front de front. On en a assez. C'est pour cela qu'il a rencontré les avocats qui, effectivement, ont énoncé un chapelet de doléances qui sont justes et justifiées et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Surtout l'accès à leurs clients non seulement l'accès à leurs clients, mais surtout le respect du statut de l'avocat. Vous savez, ailleurs, quand on arrête quelqu'un, il dit qu'il ne parle qu'en présence de son avocat. Mais ici, quand l'avocat se présente même au commissariat, on dit « Monsieur, mettez-vous d'abord dehors, attendez le parquet ». Des choses de ce genre, les avocats ne veulent plus en entendre parler. Et quand on voit d'ailleurs sous d'autres cieux, c'est même d'ailleurs l'agent de police qui vous demande d'appeler votre avocat. Et que sachez que tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Il vous rappelle ça. Ce n'est pas forcément le contraire ici chez nous. Alors, voilà, je crois que c'est fondamental. Tout ce qui est contenu vous l'avez d'ailleurs précisé. Dans cette résolution est fondamental. Et comme je disais, ce n'est pas une façon pour moi d'être chauvin. Je suis de formation, je suis juriste. Et quand je vois ce qui se passe dans nos tribunaux, c'est à pleurer. Et la flamme du juriste parle. Oui, ce sont ces mêmes personnes qui disent à corps et à cri que le Cameroun est un état de droit. Mais lorsqu'on se balade dans ces prétoires, on a l'impression qu'on est plutôt un état de droit à l'envers de ce qui devrait en réalité se passer. Vous imaginez un avocat qui est venu défendre une cause pour son client, il se fait arrêter, il se fait interdire d'accès à son client. Je crois que ce sont des faits extrêmement graves. Et ma foi, le gouvernement a compris. Vous n'avez pas engagé un bras de fer avec vous avez retenu le témoignage poignant de Maître Alice Com, qui est allé rencontrer un de ses clients
à Kondengi, qui est interpellé pour des motifs extrêmement graves, mais qui n'a pas pu rencontrer parce qu'on lui a demandé d'aller chercher ceci. On lui a même demandé. Non, moi je pense que les avocats, toutes les griefs des avocats n'ont rien à voir avec une démarche politicienne ou politique. Elles sont d'abord orientées sur le respect de l'avocat, le respect du corps de l'avocat et surtout maintenant la possibilité à l'avocat même le bien-être des justiciables. Puisque tous ceux-là même qui sont aujourd'hui, qui sont en train peut-être de freiner des cas de fer ou bien de se moquer. Ils ne sont pas à l'abri, ils ne sont pas à l'abri des avocats. Puisque le TCS, c'est pour tout le monde. Voilà. Le jour où ils vont être arrêtés, ils auront besoin des avocats. Dans tous les cas, on sort de cette actualité. Georges Semel, je retiens, vous avez dit qu'on a l'impression qu'au Cameroun, l'état de droit marche sur la tête. Et à l'envers, et quand le droit marche à l'envers, on est en plein dans une dictature là. On ne respecte plus le droit. Alors parlons des violences xénophobes en Afrique du Sud. Il faut rappeler que d'après les décomptes que nous avons eu à voir, il y a aussi des Camerounais qui ont payé au prix fort de ces violences xénophobes. Et tout de suite, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Nigeria qui a d'ailleurs rappelé son ambassadeur, l'Afrique du Sud aussi qui a fermé son ambassade au Nigeria suite à cette colère des Nigérians qui ne comprennent pas comment leurs compatriotes peuvent être assassinés sur le territoire, sur le continent africain. Ils n'étaient pas hors du continent. Et comment interpréter cette partie de ping-pong diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria? Non, je pense que c'est la pratique diplomatique qu'il veut. Lorsqu'il y a des faits graves comme on observe en Afrique du Sud, on convoque d'abord son ambassadeur qui est présent. On le rappelle pour consultation d'abord, oui, pour en savoir davantage. Et on convoque l'ambassadeur qui a son accréditation dans le pays. Et c'est la démarche qu'a effectuée le Nigeria. Mais nous déplorons que l'Afrique du Sud a décidé de fermer son ambassade au Nigeria. Ça dénote que la crise est profonde. C'est un scandale. C'est un scandale auquel dont on aurait pu se passer. L'Afrique du Sud souffre de deux faits. D'abord la xénophobie qu'on constate aujourd'hui, mais également le racisme. Le racisme, c'est interne à eux là-bas. Les Noirs, la majorité noire et la minorité blanche. Ça a toujours été ça. Avec l'apartheid. Et aujourd'hui, c'est la xénophobie qui touche les autres nationalités qui viennent chercher leur gagne-pain en Afrique du Sud. Donc, c'est extrêmement grave et ça met à mal l'idéal d'intégration régionale. Ça met également à mal ce chantier de la zone de libre-échange économique où l'Afrique du Sud est un acteur majeur. Puisqu'ils ne veulent pas... Qui est même la locomotive de l'Afrique. De l'Afrique. Parce que oui, ils sont deuxième puissance d'Afrique. Mais c'est que ces personnes qui sont aujourd'hui attaquées sont des créateurs de richesses. Ils emploient parfois des Sud-Africains. Prenons le cas d'un grand opérateur économique qui est ici au Cameroun, qui a un important pour le préciser, il faut dire MTN Cameroun. Non, je veux dire monsieur Moncam. Monsieur Moncam qui a les propriétés des chaînes La Falaise. Donc, tout à fait. Il a un important patrimoine économique là-bas. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il emploie des Sud-Africains. Il est créateur de richesses comme tous ceux qui ont été attaqués dans le cas de ces... Comme l'Afrique du Sud aussi a aussi des intérêts au Cameroun. Bien évidemment. Alors, en ce qui concerne le Cameroun, si le gouvernement camerounais a des informations selon lesquelles des Camerounais ont été tués ou alors leurs biens ont été détruits, il faut que l'ambassadeur d'Afrique du Sud au Cameroun soit consulté, soit convoqué et que celui du Cameroun en Afrique du Sud soit rappelé pour consultation et qu'on prenne des mesures idoines parce que les Sud-Africains qui sont au Cameroun ou alors leurs investissements sont sauvegardés ici. Et si aujourd'hui ils nous envoient l'appareil de la violence ou bien de la xénophobie, il faut bien évidemment leur envoyer cet appareil avant de s'asseoir pour discuter. Pas violemment, mais il faut leur envoyer un son qui est assez dissonant par rapport à leur réaction vis-à-vis de nos compatriotes. Camille, des faits assez graves. Il y a eu cette sortie de Julius Malema qui est une figure très emblématique en Afrique du Sud, qui a condamné avec la dernière énergie le comportement des Sud-Africains qui s'en prennent à d'autres Africains en précisant que si aujourd'hui l'Afrique du Sud, les Sud-Africains n'ont pas de travail, ce n'est pas la faute aux autres Africains qui viennent, c'est la faute aux Blancs, aux Sud-Africains blancs qui ont pratiquement confisqué toutes les richesses minières, agricoles du pays. Est-ce que ce message de Julius Malema, qui est d'ailleurs une figure politique très forte en Afrique du Sud, est-ce que ça peut porter?
se demande s'il a eu besoin de courage pour le dire ou s'il n'a fait que dire ce qu'il pensait. Mais M. Julius Malema, quand il a parlé de façon aussi docte, il a dit une vérité qui a dû certainement secouer beaucoup de Sud-Africains dans leur âme et leur chair. Absolument. Et il n'a pas manqué de rappeler qu'il y a une quarantaine d'années, c'est toute l'Afrique qui était émue par le sort des Africains. Que les Blancs, oui, tout à fait. Alors, mais qu'aujourd'hui, que les Africains du Sud passent leur temps plutôt, au lieu de se retourner vers les Blancs, mais à se retourner vers les autres Africains, que ça lui fait mal. Bon, espérons que ce discours va passer, mais n'oublions pas que au Nigeria déjà, les Nigériens qui sont très réactifs ont déjà commencé par brûler quelques structures appartenant aux Centrafricains, notamment MTN, qui est l'un des géants de la télécommunication en Afrique, mais qui est bien installé au Nigeria, tout comme au Cameroun. Mais vous avez vu qu'immédiatement, les Nigériens ont réagi parce que face à la mort ou l'encharge de quelques-uns des leurs. Donc, moi je pense qu'il faut des voix comme celle de M. Malema pour apaiser, mais seulement ces personnes qui posent ces actes, c'est quelles personnes? Ce sont des gens qui n'ont pas... Les citoyens lambda. Dans tous les cas, il faut rappeler que les passes d'armes entre l'Afrique du Sud et le Nigeria ne datent pas d'aujourd'hui. On se rappelle qu'à l'époque, avec le président Mandela et Sani Abacha, le Nigeria n'avait d'ailleurs pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations 96 pour ces passes d'armes. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La pensée de ce jour, pour se réconcilier, il faut apporter un couteau il ne faut pas venir avec un couteau qui tranche, mais une aiguille pour coudre. Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition de la Revue des Grandes Unes. Rendez-vous lundi avec Flavien Balundongo. Restez scotchés sur le programme d'Equinox Télévision.